Une nouvelle fois ravi de vous rencontrer, même en virtuel. Donc, nous allons entamer aujourd'hui la deuxième partie de ce qu'on a intitulé la stratégie de sortie de crise, qui est en fait la stratégie tout court. Préalable extrêmement important aux deux autres modules sur les aspects de financement, de besoins de financement, mais aussi d'outils de financement, et savoir comment une entreprise, et notamment une coopérative, peut et doit s'adresser au monde des partenaires financiers, qu'il s'agisse du monde coopératif, des instruments financiers coopératifs, ou qu'il s'agit des banques. Donc sans plus tarder, eh bien, je vous propose d'attaquer notre webinaire, et je vous propose de démarrer par une petite synthèse de ce qui a été vu la dernière fois sur la synthèse de la démarche stratégique. Alors, on ne va pas se répéter quand même tout à fait par rapport à la dernière fois, mais grosso modo, on ne fait pas de la stratégie par plaisir ni pour faire beau. La stratégie n'est pas quelque chose, n'est pas un art destiné et réservé aux grandes entreprises, bien au contraire. Et pourtant, pendant des décennies, les PME ont été un petit peu éloignées de ces préoccupations stratégiques, pilotant quasiment uniquement le quotidien, l'urgence, les problématiques opérationnelles, sans trop lever la tête du guidon. Aujourd'hui, la crise extraordinaire, je ne vais pas y revenir, que nous traversons, à la fois inédite et violente, et dont les conséquences seront extrêmement brutales sans qu'on puisse aujourd'hui en deviner encore ni le timing ni la portée, font qu'aujourd'hui, ces entreprises et toutes les entreprises, même les plus petites d'entre elles, doivent s'interroger véritablement sur leur projet stratégique. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que cette stratégie, cette démarche stratégique sert d'abord à fixer un cap et à placer l'entreprise sur une trajectoire qui va lui permettre en fait d'assurer sa pérennité et parfois même sa survie. Il est pour elle important de faire des choix pertinents, y compris des choix courageux, de mutation, parfois de rupture, en fonction, ce qu'on a vu la dernière fois, des atouts dont elle dispose, par ses métiers et ses compétences, et par l'attractivité que représentent son ou ses marchés. L'intérêt stratégique est de renforcer la confiance que l'entreprise va pouvoir donner précisément au monde des partenaires financiers et des parties prenantes, globalement, sur l'avenir de l'entreprise. On aura l'occasion d'y revenir, surtout jeudi et vendredi prochain. Ça permet aussi, et c'est très important, de disposer d'une feuille de route et de plan d'action, qui va être l'objet un petit peu de mon propos aujourd'hui, objectivé, ça c'est extrêmement important, qui va permettre donc aux dirigeants et aux équipes dirigeantes un pilotage agile, on verra ce que c'est. Elle permet, cette démarche stratégique, également de renforcer le sentiment d'appartenance des salariés, la force et la performance collective. Et ceci est d'autant plus vrai que l'entreprise évolue sous statut coopératif. Et je n'aurai de cesse de le répéter, être SCOP ou SIC aujourd'hui constitue un avantage considérable par rapport au monde des entreprises, parce que sur le plan stratégique notamment, l'entreprise va pouvoir s'appuyer sur cette force collective, là où ce collectif pêche un petit peu par son absence dans le monde, entre guillemets, classique. Autre vertu, c'est démontrer et justifier les besoins de financement auprès des banques, des investisseurs, et rassurer sur la capacité de l'entreprise à les rembourser. Encore une fois, ce sera l'objet de nos interventions de jeudi et vendredi. Enfin, ce n'est pas la moindre vertu, la démarche stratégique a vocation aussi à protéger le dirigeant contre le risque de solitude, d'isolement et d'erreur d'appréciation qui, je vous le rappelle, est connu au moins dans 75 à 80% des cas, dans les PME tout entières. Lorsque l'entreprise traverse une crise importante, eh bien, le premier réflexe du dirigeant est de s'isoler, ce qui, évidemment, constitue la plus mauvaise posture. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir, on va sortir en fait, on est à l'issue de la démarche stratégique qu'on a bien détaillée la dernière fois, et finalement, cette démarche stratégique, ce diagnostic qu'on a posé à la fois sur notre entreprise, ses forces, ses faiblesses, mais aussi sur notre environnement, c'est-à-dire les menaces et les opportunités qu'il peut nous offrir, eh bien, va nous ouvrir le champ des possibles. Et il est évident que l'entreprise ne va pas pouvoir poursuivre tous les possibles que ce champ a ouvert pour elle, et l'heure va être venue de faire des choix.
fonction de l'ensemble des options proposées. Ces choix, ils sont extrêmement importants parce qu'ils vont conditionner évidemment l'avenir de l'entreprise, il ne faut pas se tromper, mais aussi la crédibilité de son projet et la crédibilité par rapport, encore une fois, aux parties prenantes de l'entreprise. Ça, c'est très important. Pour que ces choix soient pertinents, c'est pas très compliqué, il faut quand même veiller à respecter 3 critères. Le premier d'entre eux, c'est de respecter toujours les principes et les règles énoncées, vous vous souvenez, dans la charte, ce que j'appelle aussi le cadre de référence. Ok, ne jamais prendre une option qui violerait quelque part cette charte, ce socle de charte, qui intègre, je vous le rappelle, les finalités, les vocations, mais également les valeurs de l'entreprise. Ne jamais les violer. Deuxième critère, il faut toujours veiller, lorsqu'on fait un choix, à vérifier sa compatibilité avec finalement les résultats de notre diagnostic interne et externe. C'est-à-dire que tout ça, il faut que ce soit compatible avec l'environnement, menaces et opportunités, mais aussi avec les forces et les faiblesses de notre entreprise. Enfin, troisième critère de choix à respecter, c'est une cohérence générale entre les objectifs, les moyens utiles et les besoins financiers. Ces 3 planètes vont devoir être alignées sous peine d'échouer, tout simplement, et surtout de ne pas être crédibles par rapport à un éventuel investisseur ou un financeur quelconque. Donc, ça, je voulais insister là-dessus. Nous allons partir du projet stratégique pour bien comprendre le déroulement jusqu'à la demande de financement. Ce projet stratégique, il va nous permettre et quasiment nous obliger à définir des objectifs. Alors peut-être pas nombreux, mais on va fixer nos objectifs à moyen terme, c'est le cap. Ces objectifs, et on va les creuser aujourd'hui, pour pouvoir avoir une chance d'être atteints, eh bien, il va falloir leur consacrer des moyens, sous toute forme, des investissements, des moyens humains, des compétences, de la recherche et développement, et évidemment des moyens financiers. Tout ça va demander une petite réflexion pour mettre les objectifs et les moyens en phase, et c'est une fois que cette phase, en fait, sera stabilisée, on va pouvoir commencer à construire le plan d'action, qui est véritablement le nœud de la problématique. Ces moyens, donc je vais les rappeler ici, vous voyez, bon, ils sont de diverses natures. Hein, pour aller vite, on va distinguer les moyens commerciaux, les moyens techniques et technologiques, les moyens humains et bien sûr les moyens financiers. Tout ça va représenter ce qu'on peut appeler le plan d'action général, le plan d'action opérationnel. Ce plan d'action opérationnel, eh bien, il va passer quelque part par l'arbitrage de quelque chose d'important, qui sont les prévisions économiques et financières. Il ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète qui seraient simplement non jouables et complètement irréalistes par manque de moyens financiers ou par impossibilité d'aller lever des fonds. Donc ça, c'est très important, cette approche économique et financière qu'il ne faut surtout pas faire a priori, mais qu'il faut faire une fois que les choix stratégiques et que le plan opérationnel d'action a été construit. Évidemment, ce plan opérationnel sera validé par la réalité économique et financière pour donner ce qu'on appelle communément le business plan ou le plan d'affaires. Je fais une petite parenthèse, nous aurons l'occasion de détailler ça jeudi prochain. Le business plan, pour la plupart des entreprises, est une sorte de dossier constitué de tableaux chiffrés représentant quelques indicateurs et notamment des prévisions, à la fois bilancielles mais aussi d'exploitation, des prévisions de trésorerie, des prévisions de financement, et qu'on a vite fait de remettre entre les mains d'un partenaire important qui est l'expert comptable. Je m'arrête une seconde là-dessus. L'expert comptable fait très bien ce boulot. C'est son travail. Pour autant, son expertise ne va pas pouvoir directement répondre à notre attente dans ce contexte-là. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'expert comptable est un expert du chiffre, de la comptabilité, et qu'il n'est pas un expert, en fait, du pilotage et de la stratégie. Deuxièmement, l'expert comptable travaille sur une matière première, des chiffres, comme je vous le disais, mais des chiffres passés, validés, équilibrés, qui incarnent finalement les périodes passées. Et il est très difficile de demander à un expert comptable, c'est pas son job, c'est même pas sa culture, eh bien, de prendre une boule de cristal et lui demander de faire
des prévisions à 3 ans. Ça, il ne sait pas faire. Le problème qu'on rencontre, parce que moi j'ai la chance de siéger dans quelques comités d'investissement, c'est que souvent les dirigeants nous présentent des dossiers de financement qui n'ont que le volet, finalement, chiffré. Et la première question que les membres du comité vont poser, c'est de dire c'est très bien de faire plus 30% de chiffre d'affaires en 3 ans, mais on ne voit nulle part dans votre dossier comment vous allez y parvenir. Et ça, c'est le message important au fil de ces webinaires que je souhaiterais vous faire passer, c'est de toujours aligner la demande de financement et la présentation des chiffres et des données financières avec la réalité économique et la réalité du projet stratégique de l'entreprise. Sans quoi, eh bien, il y a fort peu de chances que les comités d'engagement des partenaires financiers vous suivent. Voilà. C'est donc à l'issue de ce travail stratégique d'abord, décliné et finalement traduit en flux économique et financier prévisionnel, on pourra, alors là, décemment, adresser une demande sérieuse au monde de la finance. Et on verra comment dans les 2 dernières journées. Alors, je reprends mon schéma, qui est maintenant commun à tout le monde. Et juste pour que visuellement vous voyez un petit peu les différentes étapes dans ce processus, eh bien, lorsqu'il s'agit, et c'est bien notre propos de stratégie d'entreprise, le plan d'action va être alimenté par des données qui sont issues, en fait, de l'analyse stratégique, aussi bien l'analyse interne que l'analyse externe, et surtout la réflexion, souvenez-vous, de la segmentation stratégique. Et évidemment, tout ça va être passé par le filtre de la validation financière, c'est ce qu'on vient de voir, pour être retranscrit en prévision économique pour le business.